Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1, l'évolution du jeu, des matchs de plus en plus ennuyeux. Chapitre 1, du tous devant au tous derrière sauf un, ou un siècle d'évolution tactique. Le football défensif s'apparente à une dictature. Il asservit les esprits libres. César Menotti, SoFoot 2006, page 160. Le football moderne a éradiqué les disputes des cours d'école. Fini le temps où on se chamaillait pour savoir qui serait avant-centre, ailier, milieu de terrain, arrière central, arrière latéral ou encore gardien. En un siècle d'évolution tactique, il a réglé ces problèmes cruciaux de vocabulaire et imposé l'apaisement puisqu'il a consacré le bloc équipe, cette organisation où tout le monde fait tout, y compris le gardien souvent présenté comme le premier relanceur. Cette situation est le fruit d'une longue évolution. Le 8 décembre 1863, 14 règles sont adoptées par la toute jeune Football Association, dont notamment l'interdiction de porter le ballon et de faire des crosses en jambes. Ces règles allaient être complétées par une règle qui devait façonner le jeu, celle du hors-jeu, justement, dont l'objet était de favoriser le dribble et d'éviter que le jeu ne se résume en de longues passes vers des joueurs ancrés à proximité du but adverse. C'est pourquoi, à l'origine, la règle était extrêmement restrictive. Dès lors qu'il se trouvait plus près de la ligne adverse que le ballon, tout joueur était signalé hors-jeu. Ainsi, la passe à un partenaire plus avancé était proscrite et la tactique se réduisait à des dribbles individuels successifs. Les équipes comprenaient alors 7 attaquants et 4 défenseurs, en plus du gardien. Le jeu de passe naquit quand il fut décidé, en 1867, que l'attaquant était en jeu tant que 3 défenseurs ou plus, dont le gardien, se tenaient entre lui et la ligne de but adverse puisqu'il devenait possible de faire des passes à un partenaire avancé, dans la mesure où 3 défenseurs se trouvaient entre ce joueur et la ligne de but. En 1883, apparurent les appels de balles par anticipation. Il devenait alors impératif pour le passeur de jouer le ballon en avant au moment opportun, afin d'éviter que l'attaquant ne soit signalé hors jeu. À cette époque, les équipes comprenaient encore 6 attaquants. Mais au bout de plusieurs années, les arrières se rendirent compte du bénéfice potentiel de la règle du hors-jeu. Ainsi, si un arrière s'avançait, seuls 2 défenseurs, dont le gardien, se trouvaient entre le joueur adverse et la ligne de but et l'attaquant était signalé hors-jeu. Les matchs devinrent alors entrecoupés de très nombreux hors-jeu. On a pu en compter jusqu'à 40 par match. En 1925, joueurs, dirigeants et supporters, soucieux de redonner au jeu son élan offensif, se réunirent pour amender une nouvelle fois la règle du hors-jeu. Le nombre de défenseurs autorisés entre la ligne de but et l'attaquant fut ramené à 2. L'effet fut immédiat, on assista d'une part à une recrudescence du nombre de buts, de plus de 30% la première année, et d'autre part à une réduction du nombre considérable de hors-jeu. C'est la même année que fut créé à Arsenal, par Herbert Chapman, le système tactique du WM qui restera en vigueur jusque dans les années 50. Dans cette formation tactique, les équipes étaient composées de 5 attaquants, 2 milieux de terrain et 3 défenseurs. L'évolution des systèmes de jeu a continué au cours du XXe siècle, mais avec une constante, la réduction du nombre d'attaquants au profit des milieux de terrain et des défenseurs. Dans les années 1950, apparut le 4-2-4 que le Brésil popularisera lors de sa victoire en Coupe du Monde 1958 et une victoire 5-2 en finale contre la Suède avec son quatuor d'attaquants, Zagallo, Pelé-Vava et Garrincha. Dans les années 1960, apparurent des schémas tactiques de plus en plus défensifs, voire ultra-défensifs. Pour la Coupe du Monde 1962, le Brésil adopte le 4-3-3. Pour la première fois, l'équipe gagnante du trophée ne comprend que 3 attaquants. Il est d'ailleurs intéressant de constater que ce schéma tactique était alors considéré comme assez défensif, alors qu'il est aujourd'hui considéré comme notoirement offensif pour toute équipe qui l'adopte. Le cas extrême des systèmes de jeu défensifs sera le catenaccio ou verrou italien. Dans ce système, pas moins de 7 joueurs étaient défenseurs ou joueurs à vocation défensive. Ce type de jeu laissera des traces en Italie pendant des décennies puisque depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de buts marqués dans le championnat professionnel italien a traditionnellement été plus faible que dans les autres championnats. Depuis le début des années 1990,
les équipes jouent généralement en 4-4-2 ou en 4-5-1. Ces systèmes de jeu, et particulièrement le 4-5-1, sont des systèmes destinés non pas à marquer mais à conserver un résultat. Ces systèmes se caractérisent par une concentration massive des joueurs au milieu de terrain et par un resserrement des lignes, constituant ainsi un bloc équipe imperméable. En un siècle, le football a ainsi achevé sa mue. À l'instar d'une ménagère étourdie des années 1970 qui se serait trompée de programme de lavage, le foot d'aujourd'hui a rétréci l'espace du jeu. D'une occupation totale et élargie du terrain, il a fixé le front du jeu au milieu de terrain et a encouragé la confusion des genres. Le gardien n'est plus cantonné dans sa surface. On attend à présent de lui non seulement qu'il soit le dernier défenseur, mais on exige également qu'il soit celui qui, par la qualité de sa passe et de son dégagement, trouvera son attaquant isolé. Le centre n'est plus réservé aux attaquants excentrés, les ailiers ont d'ailleurs souvent disparu. Ce sont à présent les défenseurs latéraux qui sont chargés de ces ogives. En concentrant le jeu au milieu de terrain, le football a évité bien des migraines aux réalisateurs de télévision, qui peuvent ainsi concentrer leur caméra sur une partie privilégiée du terrain. Il a aussi instauré l'égalité entre les supporters, en gommant partiellement les mauvais choix de place. Les papas peuvent à présent conduire au stade leur progéniture, rassurés de ne pas se voir reprocher les places dans les virages qu'ils se sont procurés, car même de ces lieux excentrés on peut clairement distinguer ce qui se passe au centre du terrain. Ce confort visuel s'est cependant accompagné de la standardisation du jeu. S'il subsiste quelques particularités dans le jeu, elles sont bien minces et ne constituent que de maigres exceptions. Alors qu'il y a une trentaine d'années, l'Ajax d'Amsterdam régnait sur l'Europe avec un style de jeu révolutionnaire, le Milan AC, le Real de Madrid, le Bayern, la Juventus de Turin, Chelsea, Liverpool ou encore Manchester United se partagent les lauriers de la Ligue des Champions sans laisser d'empreinte au jeu. Rien dans la stratégie du jeu ne distingue le Milan AC du plus obscur club engagé dans cette compétition, si ce n'est la qualité de ses joueurs et la force de son collectif. Le 4-5-1 et le 4-4-2 conduisent en phase offensive, à un regroupement aux abords de la surface de réparation. L'attaque placée ressemble ainsi à une guerre de position. Personne ne s'étonnera donc que le foot moderne ait ravivé les principes essentiels du déplacement et du contournement. Face à la concentration des acteurs que le bloc équipe impose, le possesseur de la balle n'a d'autre issue que la passe latérale pour désaxer les lignes défensives adverses. Le football moderne est ainsi devenu du mauvais handball au pied. Mais l'artillerie succède toujours aux manœuvres préparatoires. Et quand après une succession d'allers-retours devant la surface de réparation, le ballon finit sa course dans les pieds d'un joueur légèrement excentré, l'heure du centre sonne. Cependant, et c'est bien connu depuis plusieurs siècles, l'artillerie manque souvent de précision et il est bien rare qu'elle trouve sa cible. Chapitre 2 – Chronique de la disparition annoncée du but. 11 décembre 2005, Nantes, 20h. La rencontre FCN, Football Club Nantes Atlantique, ASM, Association Sportive de Monaco, pour le compte de la 18e journée de championnat de Ligue 1 s'achève sans autre frisson que ceux du vent glacial qui souffle ce jour-là à la Beaujoire. Le seul moment où les spectateurs ont eu, presque l'occasion de vibrer, a eu lieu à la 41e minute lorsque le gardien nantais Michael Landreau arrêta un pénalty tiré par l'attaquant monégasque Emmanuel Adebayor. Ce fut la meilleure et la seule véritable occasion de but du match. À l'instar de ce qui se passe aujourd'hui, pour un match sur 7 en Ligue 1, les spectateurs ont assisté à un score final nul sans aucun but marqué, avec au total 6 tirs dans le match, 3 tirs cadrés et 3 tirs non cadrés, soit un tir toutes les 15 minutes. Les plus fervents amateurs de foot quittent le stade, convaincus qu'ils auront plus de chance la prochaine fois. Les moins idéalistes tendent l'oreille et entendent les échos de la voix du speaker égrener la longue litanie des matchs nuls et des scores étriqués de la L1. Plus d'un tiers des matchs se terminent aujourd'hui sur un 0-0 ou un 1-0. Pour un match sur 3, le spectateur voit donc au mieux un but marqué. Comment s'étonner de cette tendance alors que les équipes pratiquent dès le début de la partie un schéma tactique qui ne vise à rien d'autre que de préserver le score initial et vierge de parité. La généralisation du 4-5-1 s'accompagne inéluctablement d'une régression importante du nombre de buts.
En Coupe du Monde et si on excepte 1954, qui semble être un cas particulier, le nombre de buts par match a baissé régulièrement de 1950 à 1962, qui marque l'apogée du 4-3-3. Par la suite, le nombre de buts sera plus ou moins constant pendant plus d'une décennie, malgré une petite hausse en 1970. 1974 marque une seconde rupture puisque la chute du nombre de buts s'accélère. Le ratio passe alors de 2,94 à 2,39 buts par match. Depuis 1982, le nombre de buts par Coupe du Monde est compris entre 114 en 1990 et 170 en 1998. Malgré la multiplication du nombre de matchs, le nombre de buts est resté plus ou moins constant. Ainsi, en 2006, 144 buts ont été inscrits pour 64 matchs, en 1982, 151 buts avaient été inscrits pour 52 matchs. 2006 a enfin confirmé une tendance apparue en 2002, le très faible nombre de buts par match à partir des huitièmes de finale. En 2006, le ratio a atteint 1,88 buts par match, ce qui est inférieur au chiffre de tous les championnats majeurs qui s'élèvent au minimum à 2,15 buts par match. Pendant 50 ans, les matchs à partir du second tour ont été plus spectaculaires que les matchs de poule. Depuis 2002, le contraire se produit et les buts sont de plus en plus rares entre équipes ayant franchi le premier tour. Alors qu'il aura fallu attendre 1982 pour assister à la première séance de penalties, qui plus est au terme d'un match prolifique, le légendaire France RFA, 3-3 de Séville, le nombre de rencontres départagées par les tirs au but est devenu légion. C'est très probablement lié au fait que, paralysés par l'enjeu, un nombre croissant d'équipes adoptent des schémas défensifs, sans se livrer, de peur d'encaisser le premier but qui est souvent synonyme d'élimination. En championnat, ces mêmes ratios connaissent des évolutions semblables sur de longues périodes, même si des spécificités nationales existent. Au cours du XXe siècle, le ratio du nombre de buts par match dans les championnats de première division anglais, italien, français et espagnol est passé de plus de 4 buts par match à 2,5 en moyenne. Le nombre de buts est en baisse partout en Europe. Dans ces championnats, la rupture semble dater des années 60, à l'époque où apparurent les systèmes de jeu où pour la première fois, il n'y a plus que 3 attaquants sur le front de l'attaque. En moins d'une décennie, on assistera à une baisse de 0,7 buts par match en moyenne, soit plus de 200 buts de moins par saison pour chaque championnat. Cependant, des spécificités nationales existent et reflètent, semble-t-il, les styles de jeu prépondérants dans tel ou tel pays. Le championnat anglais a connu une baisse importante du nombre de buts au cours des années 1960 et est, depuis lors, quasiment constant, voire figure 1. En Espagne, le ratio du nombre de buts par match a connu une baisse quasi continue de 1951 à 1973. Par la suite, le nombre de buts a cru au cours des années 1970 avant de baisser à nouveau, puis de reprendre à partir du début des années 1990, voire figure 2. Dès son origine, le championnat transalpin a été moins prolifique que les autres championnats européens. Après avoir été extrêmement bas du milieu des années 60 au début des années 90, le ratio du nombre de buts par match croît depuis lors grâce très probablement à l'afflux massif de joueurs étrangers, voire figure 3. Enfin, à la différence des autres championnats, le nombre de buts continue à baisser en championnat de France depuis les années 1950. Le record date des années 1987 et 1992 avec 2,09 buts par match en moyenne sur la saison, mais le chiffre de 2,13 a été atteint en 2006. En tout état de cause, le championnat de France est bien en deçà des moyennes enregistrées dans les autres championnats majeurs européens, en déficit annuel de plus de 100 buts par rapport à ces derniers. Figure une moyenne du nombre de buts par match dans le championnat anglais, 1889 à 2006. Source statistique, www.histora.org. Figure de moyenne du nombre de buts par match dans le championnat espagnol, 1929 à 2006. Source statistique, www.histora.org. Figure 3 moyenne du nombre de buts par match dans le championnat italien, 1930 à 2006. Source statistique, www.histora.org.
Figure 4 moyenne du nombre de buts par match dans le championnat de France, 1934 à 2006. Source statistique, www.histora.org. La corrélation existante entre le développement des systèmes de jeu défensifs et la baisse tendancielle du nombre de buts semble donc bien établie. Qu'on s'en souvienne, jusque dans les années 1920, lorsque les défenses prenaient le pas sur les attaques, les règles étaient rapidement modifiées avec une incidence bénéfique immédiate. Depuis le milieu des années 1920, les règles n'ont pas été substantiellement modifiées et c'est pourquoi, avec le renforcement progressif d'un jeu plus défensif, le nombre de buts a continué à décroître au fil des décennies au point qu'aujourd'hui, le football semble avoir fait du match nul l'objectif suprême. Chapitre 3, match nul et coup de pied arrêté. Carrément méchant, jamais content. À l'image du personnage de la chanson d'Alain Souchon, le supporter d'aujourd'hui est un perpétuel insatisfait. À l'écouter, la finale de la dernière Coupe du Monde elle-même aurait été décevante. Une pichenette, un coup de tête, celui de Materazzi, pas l'autre et 9 tirs au but n'y auraient donc pas suffi. À 11 reprises pourtant la France et l'Italie ont fait trembler les filets, mais cela ne serait pas encore assez pour l'exigeant amateur de foot. Il faut croire que le supporter moderne est sélectif et qu'il opère une distinction parmi les buts. À le suivre, il y aurait les vrais buts inscrits dans le cours du jeu et leurs mauvais ersatz, issus d'un coup de pied arrêté. Un tel point de vue est regrettable, car il faut reconnaître au foot moderne un sens de l'équilibre et de la mesure qui dans cette époque tourmentée fait du bien. Le 4-5-1 a ceci d'avantageux qu'il peut cultiver l'équité. À force de ne chercher qu'à préserver l'inviolabilité de ses buts, et à force de réduire ses velléités offensives au seul centre hasardeux ou à la rapide contre-attaque, le foot moderne ne vise en effet à rien d'autre qu'à favoriser l'émergence du match nul. Fini le temps où le supporter défait, allait penaud se coucher et tardait à trouver le sommeil. À présent, les schémas tactiques actuels lui garantissent la quasi-certitude d'être préservé de la défaite. Et si l'impensable vient à se produire, qu'il se rassure, le 4-5-1 lui aura épargné l'humiliation d'un score fleuve. Le spectateur peut ainsi s'asseoir dans les gradins, le téléspectateur poser ses chaussons sur la table basse de son salon, avec l'intime et confortable conviction que le club de son cœur ne sera pas battu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.